Oui, je sais que c'est les vacances, et je sais que je passe des vacances sur mon lieu de travail. Du coup, c'est pas vraiment des vacances. Du coup, c'est pas logique. Et ben ça, c'est à peu près aussi logique que de pas avoir vu l'épisode précédent alors que tu t'apprêtes à regarder celui-là. Donc, si t'as pas vu l'épisode précédent, tu cliques juste ici et tu vas le voir. Et sinon, tu continues, tu chill et tu passes des vacances avec moi, ici, en travaillant. Logique. En ce qui concerne la longueur des tubes de hard tubing, vous avez pu le remarquer, ils sont par petites sections de 50 cm, contrairement au soft tubing qui a directement 3 ou 5 mètres d'un seul tenant. Et donc, à l'intérieur d'un boîtier de PC, ça pose pas de problème. C'est presque plus haut que 90% des boîtiers de PC. Mais comme vous avez pu le remarquer, c'est pas vraiment un boîtier de PC. Le tube est plus court que la simple hauteur de notre wall mode. Même la longueur d'ailleurs. Donc forcément, si on avait voulu créer un coude à 90 dans le coin supérieur gauche, on se serait retrouvé avec un tube trop court. Et deux moitiés seulement pour pouvoir avancer jusqu'aux composants. Donc il aurait fallu mettre des raccords droits entre les tubes. Pas très joli. Et ce qui était un petit peu dommage puisque on a ces raccords à 90. Et en plus, ils sont tout petits, donc ils sont vraiment discrets et jolis. Pour les raccorder, on va utiliser directement ce système-là que vous avez déjà vu sur tout le reste. On le visse dessus et automatiquement, on se retrouve avec une section de la bonne taille de tuyau. Donc on a un tube comme ça qui va sur le côté du radiateur, le raccord à 90 et un tube qui va sur le haut du wall mode. Comme on vous l'a déjà dit, on a eu pas mal de conseils de la part de EK pour construire le water cooling et un de leurs bons conseils, c'est de mettre une valve de drainage à la sortie du radiateur au point le plus bas. Si bien que par le haut du réservoir, on pourra remplir tout le système d'eau et en bas du radiateur, donc au point le plus bas, ce qui est idéal pour un drainage, on pourra drainer. Donc il faut qu'on réfléchisse un petit peu en amont à comment on va placer tous les raccords à 90, etc. Puisqu'on s'est rendu compte que là, avec la taille du coude à 90, on ne pouvait pas l'aligner directement avec le haut de la carte mère, puisque le circuit va faire tout le tour et rejoindre un petit séparateur triple comme celui-là. Donc ça veut dire qu'il faut pas mal réfléchir en amont, parce que du coup, la valve, on va essayer de la cacher le plus possible au plus bas sur le wall mode, mais qu'il va falloir rattraper la différence de hauteur pour pouvoir se raccorder à la carte mère juste ici. C'est parti pour les découpes et on va essayer de voir comment on rattrape le dénivelé. Donc là, grand moment, c'est la plus grande partie de tout le wall mode, c'est-à-dire que ça va du bas du réservoir au haut de la carte mère. On a un premier coude ici. Ici, on a un petit adaptateur triple. Un coude là, et par chance, la longueur pile poil du tube correspond à l'embouchure du coude jusqu'à l'entrée du fitting à 90 dans la carte mère. Donc, on y allait un petit peu à l'œil. Normalement, ça devrait être bon. Tout devrait rester bien parallèle. On fixe, on voit ce que ça donne.
que ça serait pas la hype? C'est la hype, on était mais tout juste sur les raccords, il nous en reste 0. On avait prévu du rab, mais comme avec la longueur des tuyaux, il a fallu mettre des coudes et donc prévoir 2 raccords de tubes, et qu'on l'a fait à plusieurs endroits, on est à 0 raccord en plus, on est tout pile. On a choisi d'utiliser le nickel, donc même pour les zones où on aurait pu bender, où on aurait pu tordre le tuyau pour le rentrer directement dans les waterblocks, en fait on a choisi de mettre une pièce en métal pour qu'on ait cet aspect métallique un peu industriel qui nous plaisait, donc forcément ça consomme des adaptateurs. Aussi on a fait le choix de faire des coudes un peu inutiles, des coudes en plus, parce qu'on trouve ça joli et parce que ça fait partie du design global avec les inscriptions en résine sur le wall mode. Maintenant, on a des grosses différences de niveau sur ces tuyaux. Et par exemple sur ce long tuyau là, autant vous dire que si j'enlève la pièce de prototype, c'est pas beau à voir. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a imprimé des petits supports en 3D, on viendra placer les impressions en dessous des tubes, les visser, et on aura un tube parfaitement fixé. Je dis oui monsieur. Bon, on les installe? Let's go. Et là c'est la partie moins drôle parce qu'il va falloir tout dévisser. Non, la vraie partie pas drôle, ça va être quand on va mettre le liquide et qu'on va se rendre compte qu'il y a des fuites. Ne dis pas ce qui ne devrait pas se passer. C'était vraiment pas de trop, c'est une fois qu'on a posé les mécanismes de maintien qu'on se rend compte à quel point c'était important, parce que là maintenant les tuyaux, comme ils sont en plus en hard tubing, on se rend vraiment compte que ça pourrait presque être des poignées pour porter le tout, c'est beaucoup plus rigide. C'est hyper important et comme on vous l'a dit juste là, par contre en fait c'est assez lourd. Et après il va y avoir de l'eau dedans, donc il faut que ça tienne. Ah oui c'est clair, 3 litres presque, hein. Je crois qu'on avait calculé 2 litres et quelques. Donc 3 kilos. Il risque donc d'y avoir aussi beaucoup de poids de liquide, donc il faut vraiment que tout tienne bien. D'où le fait qu'on ait vraiment rajouté des fixations partout pour être sûr que ce soit solide. Et plusieurs litres, c'est plusieurs kilos et c'est pas négligeable. C'est là qu'il faut bien penser à notre système de fixation murale, puisqu'il va falloir faire un système discret mais qui puisse retenir tout le poids. Mais ça tombe bien, on sait designer des pièces en 3D. Et on sait designer des pièces en 3D et surtout, on apprécie beaucoup le design de ces pièces-là et de celle-ci. Sauf qu'il est 23h40. J'aimerais bien pouvoir aller vite parce que imprimer des pièces en 3D à 23h40, c'est se retrouver à 2h du mat pour continuer à tourner. C'est vrai. Donc, on va peut-être activer les 3 imprimantes en même temps. La FLSun QQS Pro et la Magma 250 XT et notre Prusa i3 vont donc tourner de concert pour nous faire gagner de précieuses heures. Et on va les booster à 125%. Ouais. Voilà, ou 115. Je verrai si ça fait des trous dans les pièces. Donc pour 4 pièces, ça devrait prendre 4 heures. Sauf que là, avec les 3 imprimantes et la buse, rappelons-le, de 0,6 sur la Prusa, on espère pouvoir imprimer les 4 pièces en seulement 1 heure. C'est parti, go dans le bureau pour designer la pièce et l'optimiser aussi pour qu'elle s'imprime rapidement. Let's go. Bon, ces petits supports, ils ont été imprimés super vite, mais aussi super bien. Comme d'hab, on a la chance d'avoir des imprimantes qui sont très bien calibrées. À partir du moment où on fait pas un time-lapse, on voit pas la différence entre les pièces, c'est très appréciable. Franchement, ça a l'air assez solide. On a trouvé la bonne épaisseur et la bonne optimisation pour avoir des pièces qui vraiment nous semblent fiables et dans lesquelles on peut avoir confiance. Donc c'est parti, on va les installer provisoirement sur le mur là-bas. Mais pourquoi? Surtout pour pouvoir mettre de l'eau dans le water cooling et enfin pour voir si on a quelques fuites. C'est parti.
Le système d'attache fonctionne hyper bien. On a l'impression que c'est fait en béton alors que c'est juste du plastique. C'est très impressionnant. On a une toute petite erreur au niveau des caches qu'on a réimprimé. Ça s'est fait très rapidement parce qu'ils sont très fins. Et là, c'est impeccable. Comme le dit Baptiste, j'ai hyper confiance en la fixation. On va pas se donner un petit peu l'aspect final parce que ça serait vraiment dommage. Ça serait vraiment teaser la fin de cette vidéo. Et même pour nous, on en a vraiment envie. On veut mettre du liquide de couleur et activer toutes les LED et les animations. Et parce qu'il est minuit 44 et qu'il fait 30 degrés dans l'atelier, on va peut-être se réserver ça pour plus tard. Exactement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est plutôt quelque chose d'utilitaire. Au même titre que la planche ici, elle est fixée de manière pas du tout définitive. C'est vraiment un emplacement provisoire pour tester un peu la rigidité des matériaux. Eh bien, on va mettre à l'intérieur un liquide transparent pour vérifier s'il y a des fuites, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Oui, ça serait dommage quand même qu'une fois qu'on ait pensé qu'on a absolument tout fini, on mette le liquide et qu'on se rend compte qu'il y ait des fuites absolument partout, que ça coule sur le bureau, sur l'écran, sur les claviers. Et que ça détruise cette config. À quoi? Plusieurs milliers d'euros, on va dire. C'est une chose à éviter. Voilà. Donc là, c'est parti, on va mettre du liquide et on va voir s'il y a des fuites. C'est quoi ce bordel? Et comment ça se fait? Ramène-moi tout le sopalin, du coup, on va perdre 1 litre dans le sopalin. Laisse-moi réfléchir 2 petites secondes. Voilà, c'est comme ça qu'on vide un water cooling. Vous avez pu le remarquer par nos coupes ou nos affaires, on est quelques jours après parce que, comme vous avez pu le voir dans les vidéos d'avant, il y a eu des petites fuitasses. Il y a eu des petites fuitasses et puis on en avait un petit peu marrasse. Donc on a fait une petite pausasse. Après 2 jours de vacances. Et donc on est revenu au jour d'Issas pour Testas, le Walmodas. Et surtout, il n'y a plus de fuite. Et ça, il n'y a plus de fuite, exactement. Alors on a fait le choix de vous le présenter vraiment comme ça dans sa configuration ultra basique. On n'a rien fait, on l'a juste démarré. Là, il y a du RGB qui ne s'allume pas. Là, il y a un ventilateur qui ne tourne pas. Là non plus, il n'y a pas de RGB. Ouais, il reste beaucoup de choses à faire. On va passer maintenant à la purge parce que le liquide, on va pas le laisser transparent non plus. Là, c'était le liquide de test. On vous l'avait dit d'ailleurs, certains d'entre vous avaient remarqué en commentaire qu'on avait fait exprès, on l'avait caché dans une partie de tout l'amas de matériel qu'on avait reçu. Bref, on purge et on passe à l'écran. Oui, puis il y a aussi un peu de cable management. Let's go. Bien, l'électronique est terminée selon nos désirs avec Baptiste. Je vois les plus férus de cable management d'entre vous faire quoi? C'est pas possible, ils ont tout mis ça comme ça. En fait, cette vidéo est déjà très longue, donc on va se passer de cable management pour la vidéo, et puis ça appartient à chacun de vous de faire ce que vous voulez. Alors attention, pour nous, ça avec Baptiste, c'est notre cable management. C'est-à-dire que tous les raccords avec les strip LED, les ventilateurs sont accessibles. Et ça bouge pas, ça va pas s'arracher, il y a des agrafes partout. Exactement, tout est agrafé, ce qui fait que tous les câbles sont tendus et ça va éviter que les câbles se retrouvent dans les poches qui ont été faites et que ça vienne faire une ombre au niveau du strip LED. Pour les ventilateurs, ils sont tous reliés ensemble avec un câble spécial, tous les liens sont dans la description. On a besoin de plus d'intensité et ça, sur la carte mère, il y a un connecteur de prévu spécifique. Ensuite, en ce qui concerne l'alimentation et la gestion électronique du système de water cooling de chez IKWB, ils nous ont donné des sortes de multiprises rallonges qui nous ont fourni, qui nous permettent de gérer tout ça à partir d'un seul câble. Attention quand même, au niveau des strip LED, il y a plusieurs standards, il y a différentes multiprises, différentes rallonges des qui correspondent à chaque standard. Vous avez été nombreux à nous demander comment est-ce qu'on allait s'occuper de la gestion du strip LED 2811
2811 au niveau de la carte mère? La réponse c'est, on s'en occupe pas du tout, la carte mère ne gère pas le striplet 2811, tout simplement parce qu'il y a presque 6 mètres de striplet RGB. Du coup, pour l'alimentation, il nous fallait beaucoup d'intensité, une intensité que la carte mère ne pouvait pas fournir vers ses connecteurs standards. Donc on a relié directement le striplet à l'alimentation de l'ordinateur, c'est-à-dire 650 watts potentiel. Et ensuite, le tout est commandé grâce à un ESP8266 sous la forme d'un Wemos D1 Mini. Vous avez tous les liens en description comme d'habitude. Qui tourne sur le projet WLED que vous avez été nombreux à nous recommander. WLED qui va être accessible en Wi-Fi et qui va être donc administrable via le Raspberry Pi et l'écran tactile qu'on a installé juste en façade. Avec un petit navigateur internet. Et oui, en mode kiosque en plus, comme ça sera propre. Bon, on met du liquide parce que maintenant ça y est, on est sur le liquide final. On passe sur l'esthétique. Ah oui. Bon, clairement, on va pas se le cacher, le remplissage, c'est vraiment très stylé. En plus, comme vous pouvez le remarquer, il y a juste ici un petit écran qui affiche la température du CPU et il est à 39 degrés puisque j'ai directement accès depuis la carte mère Asus Crosshair 8 aux informations sans rien avoir à faire. C'est pas du DIY, c'est implémenté de base par Asus, donc petite fonction fortement sympathique. Ensuite, on peut remarquer ici qu'on a directement des boutons, donc on n'a pas besoin de s'embêter avec plein d'installations. Cette carte mère a été pensée pour ce genre de configuration, c'est très bien. J'ai installé la petite antenne Wi-Fi 6 qui nous permet d'avoir à peu près dans l'atelier 900 mégabits de débit, ce qui est largement suffisant. Et pour administrer l'ordinateur à distance, j'ai besoin d'un écran. Asus nous a envoyé un super Asus ProArt P27A qui est juste là-haut, on va vous le montrer tout à l'heure. Et grâce à ça, on va pouvoir faire du graphisme, du montage, de la 3D avec un écran parfaitement calibré en Quad HD, ça va être super, on vous montre ça juste après. Mais du coup, comme tout passe par le réseau et que je peux pas relier directement l'écran, j'ai ce petit adaptateur là que j'ai acheté sur Amazon. Vous avez tous les liens en description. Ça permet de simuler un écran 4K sur la carte graphique directement. Donc on l'installe, on monte là-haut et on lance des sessions de test, d'overclocking. On en reparle juste après. Bon, malheureusement, ça sert à rien de faire des tests directement avec vous sur YouTube parce que ça dépendra de l'écran sur lequel vous regardez cette vidéo. On peut dire que franchement, c'est très beau, d'autant plus qu'on a des sondes de calibration qui confirment les résultats envoyés par Asus. Cet écran est vraiment pré-calibré en usine et l'usage d'une sonde est quasiment inutile. Bon, comme vous pouvez le remarquer, j'ai donc mon ordinateur classique qui est donc maintenant sur ces deux écrans en dual screen. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va administrer à distance le wall mode qui est en bas de l'atelier. Pour ça, on va utiliser Parsec. Alors pour certains, je pense que vous connaissez ce logiciel. Ça me permettra d'avoir mes deux ordinateurs côte à côte avec mon grand écran 4K juste ici et mon écran calibré juste là, puisque c'est avec ce poste là, avec le Wall Mode 3000, qu'on va faire maintenant une grande partie des effets spéciaux et des montages pour la chaîne. Et pourquoi ce logiciel? Il permet depuis ses dernières versions d'accéder à l'ordinateur à distance depuis n'importe quel point dans le monde, avec moins d'1 milliseconde de latence et surtout avec un sampling d'encodage à 444. Grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que bien que j'administre l'ordinateur à distance, c'est comme si mon écran était directement relié ici à mon clavier et à ma souris. Je ne pourrais pas faire la différence. Allez, c'est parti, je clique, connect. Bon, maintenant que j'ai un wall mode qui fonctionne, on va peut-être profiter un peu du water cooling parce que c'est très joli mais c'est aussi très puissant. Donc on va faire un peu d'overclocking et tout ça on le fait grâce à un youtubeur, à un twitcher qui s'appelle Gfio. On le remercie énormément. Je lui passe un petit coup de fil, on se fait un petit profil d'overclocking ensemble pour augmenter les performances de 10, 15, 20% et on revient juste après.
Donc pendant que Baptiste est en train de faire tous les tests pour avoir un overclocking puissant, fonctionnel, et je vais en profiter pour configurer, comme on vous l'a dit tout à l'heure, WLED sur l'écran du Raspberry Pi. Donc ça va nous permettre de contrôler les LED directement depuis l'écran. Et on va aussi ajouter comme possibilité Grafana en mode kiosque sur l'écran. Donc ça va nous afficher en temps réel l'activité de l'ordinateur. Donc là on voit que très rapidement j'ai configuré Grafana. On voit l'occupation CPU, l'occupation de la RAM en gigabytes et l'occupation GPU en pourcentage. Bon, tout ça je vous explique pas comment l'installer parce qu'on en a déjà parlé dans l'épisode juste ici et sur la chaîne secondaire. En plus on va peut-être se retrouver sur Twitch pour vous expliquer comment installer tout ça en live, donc n'hésitez pas à nous retrouver et à vous abonner sur notre chaîne Twitch. Bon, tout est configuré, j'ai déjà mon petit script sur le Raspberry Pi qui permet au démarrage du Pi de mettre un navigateur en plein écran. Donc là normalement il n'y a plus qu'à croiser les doigts, on se retrouve en bas et on regarde si ça marche. Donc là, WLED, on vous l'a dit, il est installé sur le SP8266. Il a fallu le configurer pour qu'il puisse se connecter à notre réseau Wi-Fi. On a mis le navigateur du Raspberry Pi en full screen sur l'écran. Oh oh oh! Et donc, on va pouvoir commander tout ça directement depuis l'écran. Maintenant, on va vérifier si ça marche. On va augmenter la luminosité. Et c'est bon, ça s'allume. Ok, c'est génial, c'est incroyable. Là maintenant, on va sur le bleu, on va sur le vert. Et on a remarqué avec Baptiste lors de nos tests préliminaires du strip LED que forcément comme il sera placé sur un fond blanc, sur un mur blanc, eh bien il va y avoir un retour de lumière. Et donc là par exemple si je mets une feuille blanche, tout de suite c'est beaucoup plus uni, c'est beaucoup plus puissant. Sans, avec, sans, avec, sans, avec, sans, avec, sans, avec, sans, avec, sans, avec. Donc WLED c'est vraiment un écosystème super puissant pour contrôler ce type de strip LED là. On peut par exemple l'interconnecter avec la carte mère pour que les lumières et les couleurs soient synchronisées, mais on peut aussi effectuer des effets super cool. Là du coup sur le téléphone je vais dans la catégorie effets, je choisis je sais pas moi arc-en-ciel clignotant et là, wow. On va en essayer un autre, celui-là. Waouh! Il y a des milliers et des milliers de presets, on peut créer nos propres presets. Bon là je vois que sur le réservoir il y a un petit peu de condensation, donc l'ordinateur a dû chauffer. Je pense que l'overclocking est prêt, on va retourner avec Baptiste. Vraiment un grand merci à Jikfio pour son travail. Grâce à lui, on a pu gagner un temps précieux parce que faire l'overclocking avec un expert, c'est quand même beaucoup plus facile et ça évite de planter l'ordinateur 70 fois avant de s'y reprendre. Vous avez les liens de tous ces réseaux sociaux dans la description avec Twitch et YouTube. Bon, qu'est-ce qu'on a réussi à faire? Eh bien, on a gagné au niveau du CPU entre 10 et 18% de performance en fonction des situations et en fonction des benches. Et pour la carte graphique, entre 10 et 15% de performance. On a réussi à monter le processeur à 4,5 GHz, mais pour des raisons de fiabilité maximale, vu qu'on est sur un ordinateur professionnel et pas un ordinateur de gaming, on est redescendu à 4,3, comme ça on est certain qu'on n'aura jamais un seul problème. Bref, le système est top, il est validé, il est temps maintenant de passer au revealing final, il est temps de vous montrer ce que ça donne avec les LED synchronisés. On a hâte de vous montrer la suite, let's go! C'est sans doute le projet le plus beau qu'on ait jamais construit sur la chaîne avec Baptiste. En tout cas, c'est celui qui nous satisfait le plus parce que maintenant, ça fait des années qu'on rêvait avec Artus de se construire une machine custom water-coolée comme ça. Et alors en plus, comme ça, grâce à vous, on a la chance de pouvoir travailler avec des partenaires ambitieux comme Asus, comme IK, comme Be Quiet, comme G-Skill, comme AMD. Vraiment, c'est l'aboutissement de beaucoup de travail. Et comme le dit Baptiste, si on peut avoir de super partenaires comme ça, c'est parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, c'est super important. Merci à tous les tipeurs, merci énormément. On n'est pas loin des 800 € par mois parfois, donc c'est vraiment fantastique pour nous, ça nous aide énormément. Il est important de préciser, comme on le dit toujours, c'est un DIY pour lequel on n'a pas été rémunéré. Asus nous a envoyé du matériel avec leurs partenaires, donc forcément tout ce qui est menuiserie, bois, résine, etc., c'est à nos frais. Et si on peut se payer ce matériel-là, eh bien c'est grâce à vous, encore une fois. Rendez-vous à 20 h sur Twitch, il faut absolument que vous soyez là. Si vous connaissez pas Twitch, il faut bien que vous voyez marcher cette machine en direct et avec nous, ça serait trop cool. Donc ce soir, 20 h sur Twitch, mais évidemment là, on va peut-être le démarrer, il est peut-être temps de vous le montrer. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres. On vous embrasse, à la prochaine. Non, à 20 h sur Twitch. Ciao.
Cet épisode est terminé. En 2 semaines, on a réussi à péter deux tasses alors qu'on n'en avait jamais cassé. Mais je m'attendais pas à ça. C'est la tasse que j'ai payé 1 € à Auchan.